Dans le grand rendez-vous, votre émission qui lance la semaine politique. Et d'abord, un grand merci à tous, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Côté gouvernement et majorité, le moral est reparti à la hausse cette semaine, en même temps que la popularité du président. Ouf, après des mois d'avanie, de crise et de couac, ils ont retrouvé leur champion de la campagne. Plus de 6 heures de discussion à chacune de ces rencontres avec les maires. Emmanuel Macron s'est lancé dans ce dialogue XXL avec l'espoir de relancer son quinquennat. Mais retisser le lien avec les élus est une chose, se réconcilier avec les Français en est peut-être une autre, car si certains ont commencé à débattre ce week-end, d'autres, hier, étaient encore dans la rue. Alors, comment lever le scepticisme qui perdure sur les issues de ce grand débat? Comment répondre aussi à la polémique sur l'usage de la force de la part des policiers? Est-il proportionné ou pas? Bonjour Benjamin Griveaux. Bonjour. Vous êtes porte-parole du gouvernement. Merci d'abord d'avoir accepté l'invitation du grand rendez-vous. Merci de m'avoir invité. Vous vous êtes montré souvent offensif contre ce mouvement des Gilets jaunes. On attend de vous aujourd'hui que vous nous éclairiez sur les issues démocratiques de ce grand débat. Pour vous interroger, Nicolas Barré, le directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Hélène, bonjour à tous. Et Damien Fleureau, chef du service politique de CNews. Damien Fleureau qui vous pose la première question. Bonjour Benjamin Griveaux. Bonjour. Effectivement, le grand débat promis par Emmanuel Macron a bien commencé cette semaine. On l'a vu, 200 réunions publiques rien que ce week-end. Mais hier, une mobilisation finalement stable, équivalente, avec même certains records dans quelques villes, Toulouse par exemple. Qui sont ces Français qui descendent toujours et encore dans les rues? D'abord, je tiens à dire que jamais nous n'avons fait l'amalgame, et moi le premier, entre ceux qui descendent dans les rues, sincèrement, et où il y a des manifestations qui désormais sont encadrées et peuvent bien se passer, ne donnent pas lieu à des violences, que ce soit c'est ce qui a beaucoup changé hier. Les dépositaires, pas qu'hier, il y a eu des week-ends, il y a eu notamment un dimanche où des femmes qui ont enfilé un gilet jaune ont manifesté dans les rues de Paris et dans d'autres rues de grandes villes françaises où il n'y a pas eu du tout de débordement, où il n'y a pas eu de violence contre des policiers, où il n'y a pas eu de violence contre les biens publics, contre des voitures, des commerces ou autres. Et ça, je tiens bien à dissocier d'eux. Et puis, il y a ceux qui sont violents. Il y a eu quelques exemples encore hier, à Caen, à Rouen, à Toulouse, à Angers, où on a vu des images qu'on ne veut plus voir. Mais pourquoi manifester si des espaces sont ouverts pour débattre, pour poser des sujets sur la table? D'abord parce que le débat s'engage. Les premiers débats se sont tenus ce week-end. Il y en a eu un peu plus de 200. Il y en a 500 qui sont enregistrés sur le site du Grand Débat National. Moi, j'invite chacun de nos concitoyens à s'y rendre, qu'on porte un gilet jaune ou qu'on n'en porte pas. Ce débat, il n'est pas la propriété de quelques-uns, il est la propriété du pays, du peuple français. Donc chacun doit y aller. Pourquoi? Parce que l'objectif de ce grand débat, c'est au fond de fabriquer à nouveau de l'intérêt général et de ne pas être une machine à additionner les intérêts particuliers. Et donc pour que l'intérêt général puisse être parfaitement pris en compte, il faut que chacun puisse s'y rendre. Moi, j'invite ceux qui manifestent, et le droit de manifester, il est constitutionnellement garanti, c'est une liberté publique à laquelle on est évidemment très attaché, mais je leur dis, il est aussi important que vous puissiez vous rendre dans les réunions publiques pour dire ce que vous avez sur le cœur, ce à quoi vous croyez et les propositions que vous souhaitez formuler dans ce grand débat. Nicolas Barré. Une étude très fouillée de la Fondation Jean Jaurès, elle est disponible sur Internet, s'est intéressée au profil des leaders des Gilets jaunes et cette étude conclut que le mouvement est de facto noyauté, piloté par des sympathisants d'extrême droite. Ils ont passé en revue les comptes Facebook d'Éric Drouet et de Maxime Nicole qui se revendiquent comme certains des leaders des Gilets jaunes. Est-ce que c'est aussi votre avis que ce mouvement est en partie, en tout cas, noyauté par l'extrême droite? Écoutez, moi très difficile de savoir par définition, parce que le mouvement est très composite, il est très différent, il est même différent d'une ville à l'autre, avec des mobilisations parfois avec des mots d'ordre qui rappellent ceux de l'extrême droite, et dans d'autres cortèges, des mobilisations avec des mots d'ordre qui rappellent ceux de l'extrême gauche. Donc il m'est très difficile de vous dire aujourd'hui c'est l'un plutôt que l'autre. Ce que je constate, c'est que deux des leaders revendiqués, même s'ils refusent d'être leaders, parce qu'il faudrait qu'il n'y ait pas de leader dans un mouvement, ce qui évidemment complique la chose, que ce soit Maxime Nicole alias Flyrider, ou que ce soit Éric Drouet, empruntent plus volontiers au champ politique de l'extrême droite qu'à d'autres champs politiques. Quand je vois que le service d'ordre, qui est celui de la manifestation qui se tienne, que ce soit à Paris ou dans d'autres endroits, est assuré par certains paramilitaires proches de l'extrême droite qui ont servi en Europe centrale et dont on connaît les idées puisqu'ils les affichent sans aucun état d'âme sur les comptes de leurs réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter.
Oui, il y a cette tendance-là, mais ça n'est pas la seule. C'est, je crois, un mouvement qui, et c'est sans doute aussi cela la nouveauté de ce mouvement, a fait la jonction à certains égards pour ceux qui, à nouveau, sont en stratégie de récupération politique du mouvement. L'immense majorité des gens qui ont enfilé un gilet jaune, leur question, c'est pas de savoir si c'est de gauche ou de droite. Leur question, c'est de savoir quelles sont les solutions qu'on apporte à leurs problèmes du quotidien, de pouvoir d'achat, de transport, de logement. C'est ça le sujet. C'est pas la question de savoir s'il faut renverser le régime, si Emmanuel Macron doit démissionner ou l'Assemblée nationale doit être dissoute. Ça, c'est le fait d'une petite minorité très politisée et très radicalisée. Alors justement, il y a un des maires vendredi qui a dit au président, il ne faut pas que ce débat tourne au grand bluff. On a du mal à comprendre encore aujourd'hui quelles seront les issues démocratiques à ce débat. Est-ce que ça va passer par des nouveaux projets de loi? Est-ce que vous allez vous engager sur un référendum d'initiative citoyenne, comme le réclament beaucoup de Gilets jaunes? Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point précis? Alors d'abord, c'est une très bonne question. C'est normal que les gens s'interrogent. Je dis, est-ce que ça va servir à quelque chose? Nous faire de l'enfumage, parce qu'on dit beaucoup. J'ai beaucoup entendu aux abords des débats certains gilets jaunes disant c'est de l'enfumage. Bon, d'abord il y a des textes qu'on devait travailler au Parlement dans les semaines là qui arrivent et qu'on a mis en stand-by, qu'on ne va pas examiner tout de suite. Il y a un texte important réforme institutionnelle. Réforme institutionnelle, par définition, puisque c'est l'un des thèmes sur la fiscalité locale. On ne va pas demander à nos concitoyens qui se déplacent dans les grands débats, eh bien, parlons de la fiscalité et en parallèle, régler la question de la fiscalité locale au Parlement. Et puis, troisième sujet, la loi sur les mobilités, parce que la question du transport, elle a été le déclencheur de ce mouvement. Et il serait donc cocasse, et les gens considéreraient qu'on n'est pas sérieux, et ils auraient raison, qu'on travaille au Parlement sur ce projet de loi, pendant que c'est l'une des thématiques du grand débat. Pour autant, ce grand débat, il n'empêche pas le gouvernement de travailler sur d'autres sujets. Je vous prends un exemple très concret. La solution qu'a trouvée Elisabeth Borne pour les autoroutes, la baisse de 30% pour les personnes qui sont abonnées. Ça, c'est quelque chose de concret qui apporte une solution. Et je pense que c'est une bonne chose de ne pas attendre la fin du grand débat pour l'avoir fait. La taxe sur les GAFA, on en dira peut-être un mot, c'est important et le projet de loi sera présenté en février au Conseil des ministres parce que nous, on pense que c'est important de pouvoir aller vite sur ce sujet. Il y a urgence à prendre des mesures, peut-être même avant la fin du grand débat. D'abord, beaucoup de mesures ont déjà été prises, je le rappelle. Des mesures qui sont opérationnelles depuis le 1er janvier, c'est la défiscalisation des heures sup. Au début février, ce sont les 100 € net supplémentaires par mois pour les gens qui sont jusqu'à 1,5 SMIC, etc. Ça, c'est des choses très concrètes qui ont été mises sur la table. Le 10 décembre. Qui ont été, oui, mais écoutez, qui ont été annoncées en décembre, qui ont été votées. Oui, mais il faut que les gens puissent voir. Vous savez, les Français, ils ont plein de bon sens et ils croient que ce qu'ils voient. En février, début février, ils auront les 100 € net plus par mois pour les gens jusqu'à 1,5 SMIC. Et bien ça, je suis certain que ça fera aussi partie du rapport qu'ils auront au grand débat et de leur volonté ou pas d'y participer. Ça a été voté fin décembre, on est mi-janvier, c'est opérationnel dans 15 jours. C'est rapide. Juste une petite question, pardonnez-moi, sur le référendum. On a senti Emmanuel Macron pas très allant sur la question. Il a d'ailleurs cité le Brexit pour dire que ça avait été l'occasion de fake, de mensonges et qu'en plus après les dirigeants politiques n'arrivaient même pas à appliquer la décision du peuple. Est-ce que vous pouvez vous avancer sur le référendum? Est-ce que ce sera une des solutions retenues par le président, l'extension du référendum tel qu'il existe aujourd'hui? Hélène Jouan, le référendum, c'est un outil. C'est pas un horizon politique. C'est pas une finalité. On se lève pas le matin en se disant... Le faciliter, c'est une des revendications. Laissez-moi juste terminer, vous allez voir là. Vous levez pas le matin en disant ce qui va améliorer ma vie, c'est un référendum. Ce qui est intéressant, c'est quelle est la question posée, quels sont les sujets qu'on met sur la table. Moi, je suis sûr d'une chose, c'est qu'à l'issue des 2 mois de débat, il y a des problèmes qui auront été mis sur la table qu'on peut solutionner de manière très rapide, sans faire un référendum où tout le monde va s'engueuler joyeusement pendant des semaines. Il y a des choses qui relèvent de politique publique, il y a des choses qui relèvent du législateur, il y a des choses qui relèvent du pouvoir réglementaire, où on peut régler les problèmes des gens facilement, sans passer par un grand débat national. Après, qu'est-ce que nous ont dit, au fond, les gens qui ont participé, les Français qui se sont mobilisés, mais pas que. Ce que nous disent aussi les abstentionnistes depuis 15 ou 20 ans, dont le nombre a grandi à chaque scrutin. Ils nous disent la Ve République est fatiguée. C'est vrai. Moi, je suis très attaché... Parce qu'on ne nous entend pas, ou on nous entend une fois tous les 5 ans, au moment de l'élection présidentielle. Etc. Moi, je suis très attaché d'abord à une chose, la stabilité des institutions. Je ne crois pas qu'un bon gouvernement soit un pays où on gouverne avec des référendums tous les 6 mois sur tous les sujets, parce que, je vous le dis, je pense que ça crée de l'instabilité. En revanche,
qu'on ait une démocratie représentative comme on l'a aujourd'hui, qui tous les 5 ans permet de sanctionner une majorité au Parlement, de dire voilà, on est d'accord avec le projet qui a été porté ou pas, mais que ce projet, on puisse l'enrichir pendant le quinquennat. Ça me paraît essentiel pour une raison simple. Donc éventuellement par le biais de référendum. Éventuellement par le biais d'un référendum sur des sujets, mais aussi, je vais vous dire, sur des référendums, sur comment est-ce qu'on évalue, comment est-ce qu'on contrôle l'action du gouvernement, comment est-ce qu'on fait en sorte que ce qui est dit dans les projets, ce qui est voté dans les lois, ça ait des implications concrètes dans la vie de nos concitoyens. Ce qu'ils nous disent, c'est vous avez annoncé plein de transformations et au fond, il y en a certaines qu'on n'a pas vues. Et on ne voit pas le changement concret pour nous dans notre vie au quotidien. C'est ça à quoi il faut remédier. Damien Florent. On a vu le président de la République cette semaine 2 fois face à des élus, face à des maires, des élus locaux et d'exécutifs locaux. Quand est-ce qu'on verra Emmanuel Macron face à des Français? Puisque là, dans ses déplacements, finalement, il semble assez isolé, un important dispositif de sécurité. Mais vous l'avez vu cette semaine avec des Français au restaurant, la veille du premier grand débat. Vous l'avez vu au conseil municipal de Gagny le matin même. Il est avec des Français. Quand il a fait l'itinérance mémorielle au mois de novembre, il a passé 8 jours au milieu des Français. Et je me souviens que les mêmes commentateurs qui nous expliquent aujourd'hui qu'il faudrait qu'il aille voir des Français, eh bien nous expliquaient à l'époque qu'il ne fallait pas qu'il se confronte à la population. Vous savez, depuis le premier jour, c'est sa manière de faire. Il est au milieu des Français. Il est à l'écoute. Il était important de voir les maires. Et vous savez pourquoi? Parce que les maires, dans cette crise, ce que nous disent les maires, c'est qu'eux ont été... historiquement, dans l'histoire politique de notre pays, les amortisseurs sociaux, les stabilisateurs automatiques de situations et Emmanuel Macron difficiles. Les avait beaucoup délaissés en début de mandat, en tout cas. Moi, je ne peux pas vous laisser dire ça pour une raison simple. Les dotations globales de fonctionnement, parce que vous savez, il y a... C'est ce qu'ils expriment aujourd'hui quand ils rencontrent le président. J'entends, mais il y a aussi la réalité des chiffres. C'est la première fois que la dotation globale de fonctionnement n'a pas baissé depuis 10 ans dans notre pays. Les déclarations d'amour aux maires, c'est bien. Les preuves d'amour, c'est bien aussi. Et dans les preuves d'amour, il y a la question budgétaire. Ensuite, qu'il faille renouer un dialogue dont ils ont pensé qu'ils étaient exclus à l'évidence. Et ce sont eux sur lesquels nous nous appuyons pour transformer le pays. Pour une raison simple, c'est qu'ils sont auprès de la population. Et moi, je veux leur rendre hommage. Vous savez, on critique beaucoup les élus dans la période. Sauf les maires. L'immense majorité des maires, pour ne pas dire la quasi-totalité, sont bénévoles. Ce sont des gens qui sont au service de leurs concitoyens dans des situations parfois difficiles. Moi, je veux leur rendre hommage ce matin. Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, est l'invité du grand rendez-vous. On parle des contours de ce grand débat qui a été lancé cette semaine. Dans un instant, restez avec nous. Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Simone a 94 ans. Elle est en bonne santé, mais il y a des choses qu'elle ne peut plus faire. Sa fille Aude passe chez elle tous les soirs après le travail pour lui faire ses courses et vérifier que tout va bien. Un jour, elle décide enfin d'appeler Petit-Fils. Grâce à Petit-Fils, une auxiliaire de vie professionnelle vient chaque jour chez Simone lui préparer son dîner et passer la nuit avec elle. Petit-Fils, l'aide à domicile sur mesure pour les personnes âgées. Petit au pluriel, -fils.com. C'est le moment de changer pour une nouvelle Peugeot. Allez où vous voulez avec le SUV Peugeot 2008 et sa motricité renforcée. Vivre la ville sans contrainte avec la navigation 3D connectée et le Park Assist. Vous aussi, vivez ce moment en changeant pour le SUV Peugeot 2008. Profitez de l'éco-reprise Peugeot cumulable avec la prime gouvernementale et d'une reprise de votre véhicule 3 500 € en plus de sa valeur pour l'achat d'un SUV 2008. Portes ouvertes ce week-end. Détails sur Peugeot.fr. Intermarché vous propose d'écouter le prix du week-end. Bien, j'ai 8 pommes. J'en retire 7. Qu'est-ce qu'il me reste? Oui? Eh ben, il vous reste plus qu'à aller chez Intermarché, monsieur. Ce week-end, le kilo de pommes Jazz, mon marché plaisir Origine France, est à seulement 1,95 € le kilo. Et c'est jusqu'à dimanche de votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère depuis 50 ans. Variété si fraîche, catégorie 1, calibre 190-220. Mercedes-Benz. Il y a celles qui pensent à cet instant depuis toujours. Il y a ceux qui attendent le coup de foudre. Et il y a celles qui hésitent encore entre deux. Et il y a ceux qui, après 10 ans, veulent en changer. Mais après tout, le plus important, c'est de se rencontrer au bon moment. Du 17 au 31 janvier, c'est le meilleur moment pour se dire oui chez Mercedes-Benz.
Durant les Star Days, profitez d'offres exceptionnelles comme la boîte automatique offerte. À vous, la Mercedes de vos rêves. Voir conditions sur mercedes-benz.fr. Coucou Marco, ça va? Au top. Cette année, j'ai décidé de franchir le pas. Ah, tu vas te marier? Non. Quoi, tu la quittes? Mais non. Ah. J'ai décidé de prendre une imprimante HP avec HP Instant Ink. HP Instant Ink, c'est quoi? HP Instant Ink, c'est un forfait qui te permet d'imprimer gratuitement jusqu'à 15 pages par mois. Et en plus, le recyclage de tes cartouches est gratuit. Un plan économique? T'as imprimé? Ouais. Avec HP Instant Ink et les imprimantes HP, imprimez gratuitement jusqu'à 15 pages par mois. Pour en savoir plus, rendez-vous sur hp.com/instantink. On répète après moi. Vers de terre. Vers de terre. Couvert. Couvert. Uni. Qu'est-ce qu'elle a, la maîtresse? Bah, tu sais, c'est bientôt le week-end. Il y a mieux pour vous encourager à passer au vert. Chez EDF, nous proposons Vert Electric Weekend. De l'électricité verte et en plus, moins cher le week-end. Devenons l'énergie qui change tout. Appelez le 3004 ou rendez-vous sur edf.fr/Vert Electric Weekend. Service et appel gratuit, offre à prix de marché pour les logements équipés d'un compteur communicant. L'énergie est notre avenir, économisons-la. 10h, 11h, de grands rendez-vous Europe 1. Avec Les Échos et CNews. Nicolas Barré, Damien Fleureau, Hélène Jouan. Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, est l'invité du grand rendez-vous. On va parler du débat et des contours du débat. Une question de Nicolas Barré. Oui, le président de la République l'a répété, pas question de revenir sur la réforme de l'ISF, même si c'est une revendication qui émerge ici et là. Est-ce que ça veut dire que vous avez autre chose en tête, par exemple de taxer davantage les hauts revenus qu'ils sont déjà lourdement en France, par exemple? D'abord, on ne va pas dire au début d'un débat auquel on convie tous les Français pendant 2 mois quelles sont les voies de sortie, parce que sinon les dés seront un peu pipés. Mais vous dites et les Français, très franchement, les interdits. Sur l'ISF, revenons-y, juste quelques instants. Le président de la République l'a rappelé, le texte que nous avons voté en décembre 2017, dans la loi de finances, supprimant la part sur les valeurs mobilières de l'ISF. Je rappelle qu'il reste une grosse moitié de l'ISF, qui est l'impôt sur la fortune immobilière. Bon. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on allait l'évaluer au bout de 2 ans. Parce que nous, on a un principe qui est qu'on n'est pas dans l'idéologie. On n'est pas pour, au fond, considérer que parce que nous aurions idéologiquement raison, ce serait utile pour le pays. Donc on veut que les mesures, elles fonctionnent. On les évalue. Une fois qu'on les a évaluées, est-ce que ça marche ou pas? Si ça marche, tant mieux. Et on essaiera d'amplifier encore le succès. Si ça ne fonctionne pas, on corrige, on amende, on ajuste. En gros, si c'est efficace pour l'investissement. C'était ça. Évidemment, la question c'est, est-ce qu'on arrive à faire en sorte que l'argent revient dans les PME en France? Notre sujet, il est la question du financement de nos PME. On n'a pas suffisamment de levier pour permettre à nos entreprises et à nos petites et moyennes entreprises de trouver les relais de financement pour investir, pour innover et pour embaucher dans nos territoires, donc, si ça marche dans pas, nos régions. Donc si ça marche Si ça marche pas, ça veut dire que l'objectif est raté et ça veut dire donc qu'il faut modifier la mesure que nous avons prise. Est-ce que c'est de nouveaux véhicules d'épargne? Est-ce que c'est une manière différente d'orienter? C'est tout cela. Mais une mesure qui serait prise aujourd'hui, qui consisterait à dire on supprime, elle le serait faite sur des bases idéologiques. Nous, on en a assez des idéologies. Elles ont mis le pays dans le mur depuis 30 ans, gauche comme droite. On veut une idéologie simple, celle des trucs qui marchent. Donc, et on pense que si ça fonctionne, eh bien, on maintiendra. Si ça ne fonctionne pas, on modifiera, on amendera. C'est prévu dans le texte de loi depuis le premier jour. Sur l'ISF, on a bien compris. Mais est-ce que vous pouvez nous dire ce matin que vous excluez une nouvelle tranche d'impôt sur le revenu? D'abord, rien n'est exclu par définition au début d'un débat. Et donc, vous ne me trouverez pas. Et je sais que pendant les 2 mois qui viennent, ça va être difficile, les interviews. Mais on ne fermera pas de porte dans ces 2 mois. La parole est aux Français. Nous, on va écouter ce que les Français ont à nous dire. Peut-être nous diront-ils, il faut taxer plus sévèrement les hauts revenus. Peut-être nous diront-ils au contraire. Et dans ce cas-là, vous direz quoi? Je vais vous dire. Dans ce cas-là, vous direz quoi? Ma conviction, c'est qu'il faut que les impôts baissent dans ce pays parce qu'il y a trop d'impôts dans le pays. Et donc, moi, je me battrai et je suis sûr d'une chose, c'est que les gens qui ont enfilé un gilet jaune, les gens qui n'ont pas de gilet jaune et le gouvernement, on est tous d'accord sur cette proposition de dire qu'il y a trop d'impôts dans notre pays et qu'il faut baisser la pression fiscale sur les Français. Pour tout le monde. Voilà ce qu'on veut faire. Et qu'en revanche, il y a... Non, pas pour tout le monde. Regardez la taxe GAFA. On la baisse pas pour cela. Pourquoi? Parce que dans un pays, il y a des règles. C'est ce que j'appelle l'ordre public économique. La croissance, elle est juste si elle est partagée. Les efforts, ils sont compris s'ils sont partagés. Mais ce que je veux dire aussi, ça n'est pas parce que on taxera le succès des uns qu'on minimisera
les difficultés des autres. Je veux que les succès des uns puissent bénéficier à chacun. Benjamin Griveaux, il y a un impôt qui est payé par tous les Français, ceux qui consomment la TVA. Et cette question du pouvoir d'achat, elle revient beaucoup. Martine Aubry a regretté que ce ne soit pas un des thèmes de la lettre du président de la République qui cadre ce grand débat. Est-ce qu'il y a une piste de réflexion peut-être pour baisser la TVA sur les produits de première nécessité, même si elle est déjà modulée? Elle est déjà très basse, elle est déjà à 5%. Mais c'est symbolique ce oui, mais sujet-là. là, on ne veut pas être dans le symbole, on veut être dans l'efficacité. La politique, pour que les c'est Français... aussi parfois du symbole. Oui, mais vous avez d'autres symboles. Hein. Vous avez la question de est-ce qu'il faut baisser l'impôt sur le revenu ou pas? Vous avez des questions qui pourraient concerner, après tout, la redevance, qui pourraient concerner la CSG, qui pourraient concerner la TVA, vous l'avez dit. Mais ça n'est pas à nous de, en entrant dans le débat, dire où on veut aller. C'est aussi aux Français de se dire, au fond, qu'est-ce qui serait le plus juste? Est-ce que ça concerne les produits de première nécessité? Mais auquel cas, la baisse de la TVA, ça concerne tout le monde. Celui qui gagne beaucoup comme celui qui est après très en difficulté. Les produits qui seraient ciblés sont peut-être majoritairement consommés par des Français qui écoutez, sont je dans sais la pas difficulté. quel produit de première nécessité. Je ne sais pas si quand on a des revenus faibles et des revenus très élevés, on consomme plus ou moins de sucre. On pourrait considérer que le sucre est un produit de première nécessité. Ben, ce que je dis, c'est que si on baisse la TVA ou même qu'on la mette au plus bas possible sur le sucre, ça fait le même avantage fiscal pour celui qui gagne beaucoup que pour celui qui gagne peu. Je ne suis pas certain que ce soit la mesure la plus juste, parce que la TVA étant un impôt stricto sensu proportionnel, eh bien, elle vous impacte moins quand vous gagnez beaucoup. Donc, vous voyez, typiquement, je ne suis pas certain que ce soit très juste. Mais c'est ça qui est intéressant. Et je vais le dire, il y a une revendication qui circule. Vous savez, il y a un tract en forme de gilet jaune qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux avec 25 propositions, qui a été bâti par des gens donc se revendiquant du mouvement des Gilets jaunes. La première proposition qu'il formule, c'est aucun Français doit payer plus de 25% d'impôts. Mais c'est un cadeau fait aux riches incroyable. Nicolas Sarkozy avait fait un bouclier fiscal à 50%. Il propose 2 fois moins. Ça veut dire que, dans ces cas-là, il considère que la bonne justice fiscale, c'est qu'aucun Français paye plus de 25% d'impôts. Mais ça veut dire qu'il faut tout supprimer, alors. Ben moi, je ne suis pas favorable à ça, vous voyez. Je pense que c'est utile, l'impôt. Je pense que ça permet au pays d'avoir un système de santé, un système éducatif, une police, une justice, on en dira peut-être un mot tout à l'heure, qui sont utiles au pays et qu'il est normal que les hauts revenus et que les personnes qui gagnent bien leur vie contribuent à ce modèle. Et je vais vous dire, ça fait consensus dans le pays, au-delà des clivages politiques. Ça serait utile, à votre sens, que tout le monde paye l'impôt sur le revenu, ne serait-ce que symboliquement même? Je ne suis pas forcément favorable non, à cette mesure, parce que vous commencez à payer l'impôt sur le revenu avec des revenus faibles. Alors je sais bien qu'il y a un Français sur 2 qui ne le paye pas, mais c'est lié aussi au mécanisme de compensation par des autres revenus de transfert. Donc à nouveau, il faut aborder la question de manière globale. La vraie difficulté, c'est si vous prenez impôt par impôt. Parce que là, vous découpez au fond les revenus. Ce qui est intéressant, c'est l'approche globale, et c'est ce que les Français vont nous dire. De dire, voilà, nous, on a une difficulté sur le pouvoir d'achat qui est liée soit à des impôts sur la consommation, soit sur le travail, soit sur d'autres types d'impôts. C'est à nous d'y répondre, mais d'abord, écoutons-les. Benjamin Griveaux, la question de l'immigration est revenue dans le débat. Le président a dit pas de remise en cause du droit d'asile, mais ouverture à des objectifs annuels fixés par le Parlement. Est-ce qu'on parle bien de politique des quotas? C'était la promesse de Nicolas Sarkozy en 2008, la promesse de François Fillon en 2017. On parle de ça? C'est l'une des questions qui est posée par le président de la République dans la lettre qu'il a adressée. Quand on pose une question, on a une idée quand même de ce qu'on va éventuellement en faire, non? À nouveau, rendez-vous dans 2 mois. Laissons les Français s'emparer d'un débat. Est-ce que vous y seriez favorable? Mais d'abord, la question, c'est pas de savoir combien. La politique du chiffre, c'est une politique qui est, à mon sens, assez inintelligible pour nos concitoyens. La question, c'est de savoir, est-ce que d'abord, on garantit l'accueil inconditionnel et le droit d'asile? Ça, le président a dit oui. La réponse est oui. Oui, mais enfin, c'est un débat, et vous allez voir dans les réunions publiques qui se tiendront, dont certains voudront remettre en cause le caractère humaniste, les valeurs fondamentales qui sont celles de notre République, qui est que quelqu'un qui fuit son pays parce qu'il y est torturé, condamné à mort, maltraité, eh bien, la France est une terre d'accueil. Mais cette question-là se traite au niveau français et au niveau européen. Et les élections européennes seront l'occasion de le dire. Le président de la République n'a jamais fui le sujet question migratoire. Posez la question des objectifs. De quoi parle-t-on? J'arrive. La question migratoire, elle est posée au niveau national, mais elle est posée aux questions européennes. Le président de la République l'a fait en septembre 2017 dans le discours de la Sorbonne, en disant la question migratoire, elle sera au cœur de l'élection européenne. Parce que moi, je crois, au fond, à des objectifs chiffrés européens, si je vous dis le fond de ma pensée. Pour des raisons simples, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des règles tellement différentes entre les pays de l'Union européenne, parfois même avec nos voisins les plus proches, sur des nationalités. On a souvent pris cet exemple que quand vous êtes afghan, eh bien vous avez beaucoup plus de chances d'obtenir l'asile en France qu'en Allemagne.
Donc, voter au Parlement des objectifs fixés au niveau européen. Ce que je suis en train de dire, c'est que l'Europe doit s'emparer de ce débat et que, parce que la base de l'Europe, c'est la solidarité entre les pays européens, la solidarité, elle doit aussi jouer sur la question migratoire. Nous ne pouvons pas être que quelques pays européens à assumer cette question de l'asile et cette question de l'immigration. Ça doit être quelque chose de partagé entre les pays de l'Union. Ça fait partie des valeurs de l'Union européenne. Et donc moi, je pense que la bonne échelle pour répondre à cette question, c'est l'échelle européenne. Nicolas Barré ? Dans ce débat, il y a aussi des questions sur les institutions. Alors, le président de la République a évoqué le fait qu'il pourrait y avoir une réforme du Conseil économique, social et environnemental. Vous cherchez des économies, il faut le supprimer ? Je vais vous dire, moi je ne suis pas partisan, enfin en tout cas, je ne dis pas qu'il ne faille pas renouveler nos institutions. Faire croire aux Français que parce que vous allez supprimer telle assemblée, le Conseil économique, social et environnemental en l'occurrence, ça va faire des économies incroyables et qu'on va pouvoir redistribuer beaucoup d'argent, ça c'est mentir et c'est très démagogique et c'est très poujadiste et je n'irai pas sur ce terrain-là. La question à poser c'est quel est au fond aujourd'hui l'usage qu'on peut avoir de nos outils qui ont été pensés, eh bien on a fêté le 60e anniversaire l'an dernier de la Constitution, il n'est pas anormal de se dire que 60 ans après, eh bien on regarde la manière dont nos institutions fonctionnent. Le Conseil économique, social et environnemental, on a rajouté le environnemental il y a quelques années parce que c'était pas dedans. Eh bien aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut aussi le faire évoluer pour qu'il prenne en compte et en considération les attentes de nos concitoyens ? Manifestement, je vais vous dire, c'est vrai que quand vous êtes dans les régions, souvent ce sont les organisations déjà établies ou les associations qui ont déjà pignon sur rue qui se rendent au débat du Conseil économique, social et environnemental. Il y a des citoyens qui y vont. Moi, je souhaite qu'ils puissent s'en emparer vraiment, totalement. Donc la question posée, c'est est-ce qu'on peut trouver de meilleures manières de faire et de meilleurs moyens à donner, que ce soit au Conseil économique, social et environnemental ou aux deux autres chambres. Il faut qu'on arrive à mettre de la respiration. L'air est devenu... Dans notre démocratie, ce que nous disent les gens qui ont fait un gilet jaune, c'est que l'air était devenu irrespirable. Il faut qu'on remette un peu d'oxygène dans notre démocratie et les chambres ont aussi vocation à être ces chambres de respiration de notre appareil démocratique. Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, est l'invité du grand rendez-vous. On se retrouve dans un instant. Restez avec nous. Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Votre peau est sèche, rouge et démange, et si c'était de l'eczéma? Des solutions existent. Rendez-vous tout à l'heure avec le docteur Michel Sayag, médecin allergologue au sein du laboratoire Bioderma. Bioderma protège les peaux sèches et bien plus. Bioderma, une marque Naos. Noël en janvier. C'est ça qu'ils disaient chez Opel. Parce que l'Opel Karl était à partir de 4 800 €. 4 800, évidemment, j'y ai pas cru. Alors Noël en janvier. Et ben du coup, l'offre, elle est passée. Et ben, j'ai eu tellement honte que je suis parti me cacher. Noël en janvier, pas que au terrier, c'est moi qui vous le dis. Ouais. C'est Noël jusqu'au 31 janvier chez Opel. La Karl est vraiment à partir de 4 800 €. Sous condition de reprise, super prime gouvernementale de 4 000 € et éco-prime Opel déduite. Réservé aux particuliers non imposables, conditions sur opel.fr. Portes ouvertes ce week-end. J'aime ma cure thermale à Amélie-les-Bains pour soigner mes douleurs lombaires. Les boues chaudes me détendent, les bains thermaux m'apaisent et je profite du soleil du Roussillon aux portes de l'Espagne. Pour vos rhumatismes, prenez un nouveau départ à Amélie-les-Bains. Soulagez vos douleurs, réduisez vos médicaments, retrouvez votre vitalité. Chaîne thermale du soleil agit naturellement pour votre santé. Interrogez votre médecin et appelez au 01 88 32 10 13 ou chaînethermale.fr. Optez pour le forfait mobilité Mitsubishi. En ce moment, la citadine Space Star est à partir de 2,50 € par jour seulement. Bénéficiez de sa garantie au débit de 5 ans. Le plaisir, lui, est en illimité. LLD 61 mois et 60 000 km pour le financement d'une Mitsubishi Space Starine. Premier loyer majoré de 2 000 €, suivi de 60 loyers mensuels de 75 €. Offre réservée aux particuliers, valable pour tout achat d'une Mitsubishi Space Star jusqu'au 31 mars. Sous réserve d'acceptation par Prioris. Découvrez le moment luxe de Laurence. Avec l'âge, ma peau change, elle devient plus fine, plus sèche, elle perd de son éclat. J'ai cherché un soin anti-âge à la fois efficace et naturel. Ma pharmacienne m'a conseillé Nuxuriance Gold de Nux. Ma peau est plus ferme, lumineuse et elle retrouve sa vitalité. C'est un plaisir de voir la différence. Je me sens plus belle, plus en confiance. Nouveau, Nuxuriance Gold de Nux à la rose de porcelaine. Découvrez la puissance anti-âge absolue qui se voit et se ressent. En pharmacie et parapharmacie. Toyota. Bon, papa compte les équipements de L'iGo et toi tu vas te cacher, ok? D'accord. Connectivité smartphone, climatisation, freinage d'urgence automatique, écran tactile, caméra de recul, Bluetooth... On n'a pas fini de compter tous ces équipements. Avec l'éco-reprise Toyota, la nouvelle L'iGo suréquipée est à seulement 89 € par mois, entretien inclus. Portes ouvertes ce week-end. Toyota.
Offre aux particuliers jusqu'au 28 février dans le réseau participant pour Aigo XPX App 3 portes neuves en location longue durée 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1 950 € sous condition de reprise plus 8 ans et déduction de la prime à la conversion de 1 000 €. Voir toyota.fr. L'instant Darty. Ton PC, toi, t'en es contente? Ah oui, très. Ah bah je vais m'acheter le même, mais en moins cher. C'est les soldes chez Darty. Le PC portable Acer 15,6 pouces est à 349 € au lieu de 399, soit 50 € d'économie. Date des soldes selon décret dans la limite des stocks disponibles. Référence à 315 21 96 U1. Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, est l'invité du grand rendez-vous. Benjamin Griveaux, dans les rangs des manifestants hier, il y avait beaucoup de slogans contre Christophe Castaner et l'utilisation des lanceurs de balles de défense, les fameux LBD. Le ministre de l'Intérieur a justifié leur usage, c'était vendredi matin sur Europe 1, sauf que depuis le début du mouvement, il y a quand même une centaine de blessés graves en raison de l'utilisation de ces LBD. Le défenseur des droits a de nouveau demandé la suspension de ces armes. Une centaine de blessés graves, est-ce que ça ne justifie pas au minimum qu'on s'interroge sur l'utilisation de ces armes? D'abord, moi je veux, et je le dis, rendre hommage au professionnalisme de nos forces de l'ordre. Beaucoup de pays où des forces de l'ordre auraient été confrontées à des violences de la nature que nous avons vues ces dernières semaines, beaucoup de pays sans doute auraient à déplorer des victimes en nombre bien plus important. Des blessés graves, ce sont des victimes. Ce sont des victimes. Je ne minimise en rien. Et moi, ma règle, elle est très simple. L'exemplarité, elle est dans les deux sens. On ne peut pas demander à des manifestants d'être exemplaires si on ne l'est pas soi-même. Et donc, je le dis, il y a aujourd'hui 81 signalements qui ont été faits, qui ont donné lieu à une enquête de l'inspection générale de la police nationale. Tant mieux, parce qu'on n'a rien à cacher. Et je le dis, pour ceux qui seraient détenteurs de vidéos ou de témoignages, vous allez sur le site police-nationale.fr, il y a une rubrique pour signaler les violences. On y est très ouvert. Il faut faire ça de manière très transparente. Ce que dit le défenseur des droits Jacques Toubon. Et il a raison. Il dit qu'il y a au fond les opérations de maintien de l'ordre et les opérations de rétablissement de l'ordre. Et c'est ça la grande difficulté. Et donc il appelle à suspendre, mais ces mots sont prudents à Jacques Toubon et il a raison. C'est un sage de la politique, écoutons-le un peu sur ces questions-là. Sur les questions de maintien de l'ordre, il n'y a pas d'usage de LBD. Sur les questions de rétablissement de l'ordre, quand vous avez une foule qui face à vous attaque, est en position offensive, avec des jets de boules de pétanque, de cocktails Molotov, des barres à mine, des clés à molette, et qui a pour envie ce que disent beaucoup de responsables de la police, non pas seulement de faire mal, mais avec la volonté déterminée de tuer. Il faut pouvoir opposer à cela une riposte proportionnée, mais qui permette de mettre hors d'état de nuire les plus violents, les éléments les plus violents. Et c'est vrai que dans ces moments-là, les gilets jaunes qui se retrouvent pris, non pas par envie de vouloir en découdre avec les forces de l'ordre, mais pris dans un mouvement de foule, c'est ceux-là qui sont souvent exposés. Donc moi je le dis, les éléments qu'on a annoncés, que le Premier ministre a annoncés, notamment les éléments qui permettent en amont des manifestations de dire on va identifier les meneurs, on va identifier les casseurs, ceux qui sont là non pas pour manifester, ce fameux fichier qui va être établi. Ce fameux fichier qui va être débattu au Parlement. Ça peut permettre, et c'est ce que dit le défenseur des droits, en amont, d'avoir le minimum de personnes présentes avec une volonté de tuer, de violenter, de piller dans les manifestations, et donc d'avoir moins d'opérations de rétablissement de l'ordre, mais d'opérations de maintien de l'ordre qui n'appellent pas l'usage de... Vous savez qu'il y a peut-être aussi un problème de munitions. Il se trouve, et c'est une enquête qui a été faite sur Europe 1, que les munitions utilisées par les Français sont les munitions les plus dures parce que ce sont les munitions les moins chères. Est-ce qu'on ne peut pas au moins s'interroger là-dessus? À nouveau, les discussions, elles ont été ouvertes. Moi, je le dis, pour tous ceux qui souhaitent signaler un comportement qui n'est pas, dont ils considèrent qu'il n'est pas légitime ou qu'il a fait preuve d'une violence disproportionnée au regard de l'attaque qui était celle subie par les forces de l'ordre, il faut le signaler. Nous n'aurons pas la main qui tremble. Mais vous seriez favorable à l'ouverture de la police nationale, une commission d'enquête a ouvert des enquêtes sur ces violences ça n'est pas à moi de le déterminer. Non, mais est-ce que vous seriez favorable à ce que le débat soit posé? Mais je vais vous dire, le Parlement et le gouvernement, ce sont deux pouvoirs qui sont séparés par la Constitution. Si le Parlement souhaite ouvrir une enquête, il en a le droit le plus strict. Et ça n'est certainement pas au gouvernement de dire au Parlement ce qu'il a à faire. Le Parlement le fait
de manière libre et indépendante, et c'est heureux. Nicolas Barré. S'agissant du grand débat, Laurent Wauquiez, pour les Républicains, a dénoncé l'artifice grossier du débat. Mais néanmoins, il a décidé d'y participer, de la même manière que le Parti socialiste, Olivier Faure, a décidé également d'y participer. Au fond, on peut dire que l'opposition républicaine joue le jeu. Mais qu'allez-vous faire de leurs propositions? Je vous pose la question parce qu'à l'Assemblée, quand ils déposent des amendements, vous ne les retenez jamais ou pratiquement jamais. Pourquoi est-ce que vous le feriez dans le cadre du grand débat? Mais d'abord, on va voir si les propositions qu'ils formulent à l'Assemblée, elles sont peu nombreuses, reconnaissons-le. Ils en font quand même. Celles qu'ils formulent sont retenues par les Français. Parce que, sauf erreur de ma part, que ce soit les Républicains ou le Parti Socialiste, n'ont pas remporté la dernière élection. Ils avaient fait des propositions dans le cadre de ces débats. Le revenu universel pour Benoît Hamon, on s'en souvient, d'autres propositions. Et Laurent Wauquiez, je rappelle qu'il défendait un candidat qui proposait 2 points d'augmentation de TVA. 2 points de TVA en plus. Alors, ils ont changé d'avis depuis. Vous réjouissez quand même qu'ils participent au débat aujourd'hui, on est d'accord. C'est une excellente nouvelle. Je vais vous dire, je n'ai pas cru une seconde qu'ils n'allaient pas y participer parce que sur le terrain, les maires, on ouvre les portes de la mairie, eh bien on y accueille tout le monde. Et il est donc, je suis heureux qu'ils aient changé d'avis et qu'ils aient décidé d'y participer, mais qu'ils formulent leurs propositions. Il y a 18 mois, Laurent Wauquiez, il expliquait qu'il fallait 2 points de TVA en plus pour tout le monde. Je serais curieux de savoir s'il va défendre la même idée qu'il y a 18 mois dans les débats. Nous, on a été constants ces 18 derniers mois. On nous l'a suffisamment reproché. Mais évidemment, chacun est le bienvenu avec ses propositions. Et si on peut avoir, de la part des oppositions, des choses constructives, des choses qui vont dans le bon sens, qui permettent de trouver des solutions aux problèmes des Français, eh bien, croyez-moi, elles auront le meilleur accueil. Et d'ailleurs, les Français ne s'y tromperont pas dans le grand débat et ils leur réserveront un meilleur accueil que ce qu'ils leur ont réservé lors des dernières élections. Depuis le début de ce mouvement, Benjamin Griveaux, on a l'impression que vous prenez presque plaisir à mettre de l'huile sur le feu avec certaines déclarations qui font beaucoup parler d'elles quand eh bien, vous dénoncez les manifestations qui veulent renverser les manifestants qui veulent renverser la République, vous fustigez l'opposition munichoise. Vous comprenez que vous pouvez énerver par ces propos, vous êtes le porte-parole du gouvernement et du coup vous êtes aussi une cible des manifestants. Écoutez, moi j'ai beaucoup de défauts, mais il y a une chose que j'aime par-dessus tout, c'est la franchise. Et je crois qu'à ne pas nommer les problèmes, on les fuit, et à ne pas affronter les vérités du pays, on les contourne. Et qu'à force de les contourner, ça a donné une forme d'immobilisme pendant 30 ans. Quand on me dit que je jette de l'huile sur le feu, j'ai toujours séparé ceux qui ont enfilé un gilet jaune et l'ont fait avec sincérité, et j'en ai rencontré. Et avec qui on a un dialogue. Parce que ce sont des gens qui, le 15 du mois, sont dans le rouge à la banque et n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Ceux-là, honnêtement, il faut qu'on se batte pour eux. Et j'ai toujours dissocié les factieux, les séditieux, parce que, oui, je le redis, Monsieur Nicole, Monsieur Drouet, ils ont un objectif, renverser par la violence les institutions, le gouvernement, le président de la République. Eh bien, je n'ai pas d'état d'âme à dire que ceux qui revendiquent la violence, qui disent que l'attentat de Strasbourg est peut-être pas totalement un attentat terroriste, ou en tout cas s'interrogent, ceux-là, ce sont des factieux, ils ont un objectif politique, c'est de renverser le gouvernement. Et moi, je crois à la stabilité de nos institutions. Ça veut dire qu'il faut qu'elles puissent entendre, écouter, c'est ce qu'on est en train de faire, de tendre les oreilles. Les Français nous ont tendu la main en participant ce premier week-end au grand débat. C'est pas nous qui avons tendu la main aux Français, ce sont les Français qui nous tendent la main. Et ben, on saisit cette main tendue vraiment avec sincérité et avec enthousiasme. Qu'en revanche, ceux qui veulent faire du beurre politique sur l'affaire, qui veulent renverser le gouvernement, qui appellent à la violence, qui ne la condamnent pas, qui ont des propos complotistes, conspirationnistes, antisémites, xénophobes, ceux-là, alors je n'ai aucun état d'âme à me trouver, peut-être me trouverez-vous trop dur avec eux, je pense qu'on ne l'est jamais assez. Ceux qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, vous avez lors d'une interview, vous avez parlé de votre salaire qui ne vous permettait pas d'être propriétaire à Paris. Ça a beaucoup choqué. Il y a des cagnottes qui ont été ouvertes pour vous aider à vous acheter un logement. Pour l'instant, elles ne vont pas vous permettre de vous acheter un appartement à Paris. Vous comprenez que c'est pour le moins maladroit. D'abord, j'aimerais qu'on ne sorte pas une phrase du contexte parce que c'est toujours ce qui est fait. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que c'était un choix personnel de ne pas être propriétaire. J'ai eu l'occasion de le dire au micro de France Bleu vendredi matin. Je gagne très bien ma vie et je ne me plaindrai jamais. Que les choses soient bien claires. Je me suis mal exprimé, je m'en excuse. Mais ma situation personnelle, elle n'est pas très intéressante. Et regardez, c'est bien là le drame du moment qu'on vit. Qu'est-ce que j'évoquais ce jour-là? Le fait que Paris a perdu 60 000 habitants en 5 ans. On a perdu le 5e arrondissement. Pourquoi? Parce que les gens n'ont plus les moyens de payer un loyer à Paris ou de devenir propriétaire. Moi, je suis arrivé il y a 25 ans dans la capitale. Les prix de l'immobilier ont été multipliés par 4 ou 5 selon les quartiers. Les salaires, ils n'ont pas fait x4 ou x5. C'est ça que je dis.
Et je le dis également, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de cagnottes, je vais vous le dire. J'ai trouvé ça plutôt drôle, parce que d'abord, il faut savoir se moquer de soi-même quand on fait de la politique, sinon il faut vraiment changer de métier. Et quand on fait une maladresse, vous le redites. Drôle, et je vais lancer un appel à ceux qui ont ouvert les cagnottes. Alors c'est 16 € hier soir, donc c'est pas beaucoup. Donc mettez de l'argent dessus, et puis donnez-le à une fondation. Moi, il y a une fondation avec laquelle j'ai eu un rendez-vous qui m'a beaucoup bouleversé, c'est la Fondation de l'Enfance. Et bien que cet argent aille à la Fondation de l'Enfance, ce sera bien plus utile. Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, est l'invité du grand rendez-vous. On va reparler de Paris. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant. Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Bouygues Télécom. Cette année, Greg de Grenoble a une grande envie de changement. Il voudrait un nouveau smartphone avec un grand forfait plein de gigas pour partager en grand nombre photos et vidéos. Mais après Noël, son porte-monnaie n'est plus en grande forme. Eh bien Greg, ouvrez grand vos oreilles. En ce moment, c'est les petits prix à volonté chez Bouygues Télécom. Le forfait sensation 50 Go est à moins 50% la première année pour les clients B-Box. Oui, 50% de réduction pendant 1 an. Appelez gratuitement le 3106. Offre soumise à condition avec engagement 24 mois et conservation du numéro. Ça y est, le nouveau Quintet Plus du PMU est arrivé. Maintenant, c'est 2 fois plus de gains sur les rapports ordre et désordre. Et oui, 2 fois plus de gains. D'ailleurs, le nouveau Quintet Plus a déjà fait un heureux. Ce mercredi 16 janvier, un gain record de plus de 800 000 € a été remporté. On vous a dit que vous alliez gagner beaucoup plus. Alors maintenant, place à votre expertise. Détails et informations au point de vente PMU et sur PMU.fr. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. Mercedes-Benz. Il y a celles qui pensent à cet instant depuis toujours. Il y a ceux qui attendent le coup de foudre. Et il y a celles qui hésitent encore entre deux. Et il y a ceux qui, après 10 ans, veulent en changer. Mais après tout, le plus important, c'est de se rencontrer au bon moment. Du 17 au 31 janvier, c'est le meilleur moment pour se dire oui chez Mercedes-Benz. Durant les Star Days, profitez d'offres exceptionnelles comme la boîte automatique offerte. À vous, la Mercedes de vos rêves. Voir conditions sur mercedes-benz.fr. Intermarché vous propose d'écouter un chou-fleur. Boulousti, ah chiboulou, ça bédoula. Alors, chiboula et boutouboli et bala. Bon, pour ceux qui ne parlent pas le chou-fleur, il vous disait qu'il faut soutenir les producteurs français. C'est pourquoi, chez Intermarché, pour les aider à vendre leur production au plus vite, le chou-fleur est à 1,09 €. Et c'est seulement jusqu'à dimanche. Intermarché, tous unis contre la vie chère depuis 50 ans. Origine France, catégorie 1. Toyota. Bon, papa compte les équipements de la Yaris et toi tu vas te cacher, ok? D'accord. Bluetooth, climatisation, freinage d'urgence automatique, écran tactile, détecteur de pluie. On n'a pas fini de compter tous ces équipements. Avec l'éco-reprise Toyota, la Yaris Made in France suréquipée est à seulement 109 € par mois, entretien inclus. Portes ouvertes ce week-end. Toyota. Offre particulier jusqu'au 28 février dans le réseau participant pour Yaris France 70 VVTI 3 portes neuves en location longue durée 37 mois 30 000 km. Premier loyer 1 450 € sous condition de reprise plus 8 ans et déduction de la prime à la conversion de 1 000 €. Voir toyota.fr. La paire. 3, 2, 1, bonne année Mais c'était la semaine dernière le nouvel an. Oui, mais ça continue chez la paire. Eh oui, chez La Paire, le nouvel an continue jusqu'au 28 janvier avec le nouvel an des prix bien faits. Et nous vous offrons 150 € tous les 1 000 € d'achat sur les meubles de cuisine et plans de travail. La Paire, le savoir bien faire. Cuisine, salle de bain, menuiserie. Conditions sur lapaire.fr. 10h, 11h, le grand rendez-vous européen. Avec les Échos et CNews. Nicolas Barré, Damien Fleureau, Hélène Jouan. Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, est l'invité du grand rendez-vous. On revient sur Paris, comme promis, avec Nicolas Barré. Alors justement, Benjamin Griveaux, vous venez de nous dire que vous aimez la franchise. Tout le monde sait bien que vous rêvez d'être maire de Paris. En toute franchise, qu'est-ce qui vous empêcherait d'être candidat? Alors d'abord, je vais vous dire, c'est une aventure collective. Ce qui empêcherait quiconque d'être candidat et de porter les couleurs de La République En Marche, mais pas seulement d'ailleurs, c'est si nous n'avions pas un projet qui réponde aux préoccupations concrètes des Parisiens. Et ça, vous l'avez le projet maintenant? Mais nous, on fait les choses dans l'ordre. Et on a toujours dit qu'on les ferait dans l'ordre et on se tient à ce qu'on a dit. Il y a 1 an, on a annoncé que nous ferions d'abord un diagnostic auprès des Parisiens. Il sera restitué, ce diagnostic, le 28 janvier, au Trianon, à Paris, où on dira... Voilà ce que les Parisiens nous ont dit de leur ville. Ça, c'est nos marcheurs qui l'ont fait depuis 2 mois. Il y a eu 14 000 interviews sonores, 8 000 formulaires qui ont été remplis. Mais à la fin, il y aura plusieurs candidats. Sur tous les sujets. Ça, d'abord, c'est le diagnostic. Puis il y a une deuxième étape, qui est celle du projet. On a des groupes de travail qui bossent dans des ateliers depuis 1 an sur toutes les questions, sécurité, propreté, transport, tourisme, petite enfance, éducation, bref, tous les sujets qui font la ville.
Et puis, il y aura la question de la candidature. Et ça, c'est la troisième étape. Mais s'il n'y a pas les deux premiers étages de la fusée, je vous le dis, la candidature, la fusée, elle ne décollera pas. La candidature, ce sont les militants En Marche de Paris qui la choisiront, ou si vous n'êtes pas en adéquation avec le projet? La candidature, c'est comme vous le savez, et comme d'ailleurs nous en avons l'habitude, puisqu'il y a une commission nationale d'investiture qui est en place pour les élections européennes. De la même manière, et nous l'avons déjà dit, il y aura une commission nationale d'investiture pour les villes, pas que pour Paris d'ailleurs, qui va décider des têtes de liste dans les villes de plus de 9000 habitants et dans les intercommunalités de plus de 20 000. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Vous savez, on a fixé les règles, il n'y a pas de choses cachées, il n'y a pas de détournement de règles. Vous allez rencontrer... Il y a un collectif qui est au service des Parisiens demain, et ça, vous allez rencontrer Bertrand Delanoë dans quelques jours, au mois de février, je crois. C'est un soutien important pour être D'abord, il n'aime pas candidat. Être instrumentalisé, il n'aime pas qu'on le fasse parler. Moi, je rencontre les gens qui ont compté dans Paris, parce qu'il est important de pouvoir aussi avoir le regard de ceux qui ont exercé des responsabilités dans la capitale, qui nous disent au fond quelle est, eux, la vision qu'ils en ont. 20 ans après avoir gagné cette élection en 2001, il est intéressant de pouvoir échanger avec Bertrand Delanoë, mais avec d'autres. C'est important aussi. Mais c'est une caution quand même, Bertrand Delanoë, si par hasard il devait choisir un candidat. Je vais vous dire, ceux qui iront chercher une caution, à mon avis, s'en trouveront fort mari. Bertrand Delanoë, c'est un homme libre, c'est un homme indépendant depuis le premier jour. C'est sans doute ce qui a fait aussi son succès à Paris et ce qui a fait que lorsqu'il se promène dans les rues de Paris, les Parisiens l'appellent encore Monsieur le maire. Et ça, je vais vous dire, c'est un bon signal. La liberté et l'indépendance, quand vous voulez être élu à Paris, c'est à mon avis de qualité indispensable. Damien Fleureau. Un sujet de politique municipale. La mairie de Paris a finalement accordé une subvention de 3 000 € à une association dont l'action est assez décriée. Une association qui dit participer au combat antiraciste mais qui dénonce aussi l'État colonial. Est-ce que vous êtes choqué par cette subvention votée au Conseil de Paris? Oui, et j'ai eu l'occasion de le dire. Parce que pour moi, rien ne peut justifier l'injustifiable. Il n'y a pas de oui mais. Il n'y a pas d'argent public pour des associations qui ont des propos publics contraires aux valeurs de la République. C'est aussi simple que cela. Et quand on est, en plus à Paris, dans une ville qui a été frappée à maintes reprises par des attentats, je ne reviens pas sur les épisodes douloureux, tragiques qu'ont connus notre ville depuis maintenant de nombreuses années, eh bien, on ne subventionne pas une association qui explique qu'il existerait un racisme d'État, qui explique que les forces de l'ordre sont dominantes et elles ne sont là que pour relégitimer des politiques néocolonialistes. Ma conviction, c'est que on ne peut pas abdiquer sur le terrain des valeurs. Je n'ai aucun problème avec les associations qui apportent du soutien aux travailleurs immigrés. Vraiment aucun. Et je vais vous dire, je trouve qu'elles font un travail formidable et de terrain. Anne Hidalgo a commis une faute? Mais je vais vous dire, je ne sais pas si ça m'intéresse pas, je suis pas là pour juger Anne Hidalgo. Elle est à la tête de la majorité. Elle est à la tête de la majorité et elle a une majorité au sein de laquelle des gens défendent cette association qui a des propos élus de gauche que je condamne avec virulence. Je parle des élus communistes, de certains élus Europe Écologie Les Verts, dont je considère que dans les périodes que nous traversons, il faut être clair et solide sur les valeurs. Et les valeurs de la République, elles ne sont pas négociables. Elles ne sont pas négociables, y compris pour une subvention à 3 000 €. Quand on est solide sur les valeurs, on ne fait pas ça. Est-ce qu'on apporte du coup un soutien aux travailleurs immigrés différent? À l'évidence, oui, parce qu'ils ont besoin d'être soutenus, mais on le fait en ayant été fidèles aux valeurs qui sont celles de la République et qui sont celles de Paris. Fluctuat nec mergitur. Dans la tempête, on ne bouge pas, et on ne bouge pas sur les valeurs de la République. Nicolas Barré. La campagne des élections européennes s'engage, le paysage se décante du côté des Républicains, du côté des têtes de liste pour les Républicains, pour le Rassemblement National, pour la liste du Pont-Aignan. Et chez vous, mais chez nous, le travail, cette liste chez nous, le travail a commencé, comme pour les municipales d'ailleurs. Nous avons fait un diagnostic européen, ça a été une marche européenne organisée dès l'été dernier, avant l'été dernier. Nous avons ensuite travaillé à un projet, et d'ailleurs le président de la République en avait esquissé les axes forts dans ses discours sur l'Europe. Donc ce sera lui le chef de campagne qui sera Non, vous avez un directeur de campagne qui est Stéphane Séjourné, qui a pris d'ailleurs ses fonctions cette semaine. Et puis nous aurons le temps des candidatures. Je crois que Stanislas Guerini, le délégué général de la République En Marche, a annoncé que ce serait vers la fin du mois de février. Et donc c'est ce temps-là. Mais vous voyez, il y a 3 temps. Les Républicains dénoncent le fait qu'Emmanuel Macron, dans ses tournées face au maire, fasse une campagne déguisée pour les européennes et que l'on impute ses coûts. Ils sont frais de campagne de la future liste En Marche. Alors, de temps en temps, il trouve qu'il ne parle pas suffisamment avec nos concitoyens. Non, c'est juste et une quand question il parle avec nos concitoyens, d'aller flécher les frais de ces réunions sur les futurs. D'abord, le président de la République, il n'est pas candidat aux élections européennes. Le président de la République, il est le président de tous les Français, pas seulement de la République En Marche. Il est président de tous les Français.
Alors, soit on dit qu'il ne peut plus participer à rien et qu'il doit se taire et se terrer parce qu'il serait possible qu'il fasse campagne, soit on se dit que les Français sont suffisamment intelligents, et moi je crois à l'intelligence de nos compatriotes, qu'ils sachent faire la différence entre les échanges qu'il y a entre un président de la République et les maires, et c'est heureux. Les mêmes qui nous disaient, les Républicains, qui disaient mais Emmanuel Macron il n'est pas venu à l'Assemblée des maires de France, au Congrès des maires. Eh bien, écoutez, quand il va rencontrer des maires, il devrait être heureux et vraiment ne pas lancer de fausses polémiques et de mauvaises querelles. Alexandre Benalla sera à nouveau demain auditionné au Sénat. Il a été mis en examen cette semaine pour usage abusif de ses passeports, des passeports diplomatiques et de service qu'il n'a donc pas rendus. Alors, on a appris par le directeur de cabinet du président qu'il avait effectué une vingtaine de voyages entre le début août et le mois de décembre. Est-ce que vous connaissez une entreprise aussi mal tenue que l'Élysée? Est-ce que c'est envisageable qu'on ne sache pas qu'Alexandre Benalla soit promené pendant 6 mois avec des passeports diplomatiques? D'abord, je ne suis pas certain que le contrôle des passeports incombe à l'Élysée, si vous voulez mon sentiment le plus profond. Bon. Non, mais Qu'il y ait des dysfonctionnements, écoutez, à l'évidence, on ne va pas tourner autour du pot. Il y a eu des dysfonctionnements et il faut les régler. Il y a eu des dysfonctionnements à l'Élysée, et d'ailleurs c'est ça qui a appelé la réorganisation des services que le président de la République a mis en place rapidement avec on attend un nouveau... d'ailleurs qu'elle se termine. Oui, enfin, ça prend un peu de temps. Vous avez 900 personnes, il y a des habitudes qui sont très anciennes, et donc la réorganisation des services puisse se mettre en place, c'est à mon avis absolument indispensable. Alors, on le voit. Que maintenant ça marche. Mais moi, encore une fois, cette question sur les voyages. C'est ce qui est souhaitable. Cette question sur les voyages. On n'a pas des ambassadeurs à l'étranger qui, à un moment donné, on sait qu'Alexandre Benalla a rencontré des hauts dignitaires. Il n'y a personne pour alerter. Je le dis. D'abord, ne croyez pas que nos ambassadeurs sont alertés de tout en permanence. Quand vous êtes ambassadeur dans un pays étranger, vous n'avez pas la totalité des listes des gens qui rentrent dans le pays, donc il faut arrêter les fantasmes. C'est pas le bureau des légendes, hein. On va un peu baisser le niveau d'intensité. Simplement, ce que je dis, c'est qu'il y a eu des dysfonctionnements, que l'enquête va permettre de les déterminer, que l'enquête elle est parlementaire, et les auditions reprennent demain, vous l'avez dit, qu'il y a aussi une mise en examen qui permettra aussi aux juges et à l'autorité judiciaire de se faire son avis et de dire les responsabilités des uns et des autres qui permettront, entre autres, de faire que ces dysfonctionnements n'arrivent plus. Ils sont insupportables et incompréhensibles pour les Français. Damien Fleuron. La mission parlementaire sur les lois bioéthiques, censée préparer le débat législatif, on ne sait pas quand est-ce qu'il aura lieu, mais il doit avoir lieu, a rendu son rapport et elle veut tout changer, visiblement. Elle se prononce pour la PMA pour toutes, sans surprise, mais elle va plus loin. Elle se dit également favorable à la PMA post-mortem, à la congélation des ovocytes, à l'inscription de la naissance par PMA sur l'état civil. Est-ce que le gouvernement suivra tout cela Alors d'abord, quitte à réveiller des oppositions. Il y a des éléments qui ont été posés. La question de la PMA post-mortem, elle a été réglée par une question. Enfin, en tout cas, elle a été abordée dans le cadre d'une affaire judiciaire et ça a été traité par la Cour de cassation. Donc, vous voyez qu'il y a des éléments de droit. Qu'est-ce qui va se passer? On a d'abord des séminaires thématiques qui vont se tenir dès fin janvier au Parlement avec les parlementaires sur la question de la PMA. Mais vous l'avez dit très justement, les lois bioéthiques, il y a beaucoup de sujets en plus de la PMA. Les questions du diagnostic génétique, les questions de la recherche sur les embryons, sur les cellules souches. Donc il y a beaucoup de sujets, ce qui explique que ça prenne un peu de temps. Et ensuite, on aura un projet de loi transmis au Conseil d'État et qui sera examiné au premier semestre en Conseil des ministres. Donc ça, c'est un engagement. Je le dis, oui. Les lois bioéthiques, on l'a dit, la PMA, 2019 sera l'année de la PMA, mais il n'y a pas que la PMA, il y a d'autres sujets qui appellent évidemment beaucoup de précautions. Et moi, je le dis, je préfère qu'on débatte au Parlement, sereinement, qu'on apaise les esprits. Moi, j'ai en mémoire ce que j'ai entendu dans les rues des grandes villes de France, de dire que lors du débat du mariage, en 2012, quand on disait publiquement que c'était des animaux, vous imaginez le traumatisme pour des enfants d'entendre dire que leurs parents sont des animaux ou qu'ils sont des enfants Playmobil. Ça laisse des traces irréparables chez beaucoup d'enfants. Moi, je ne veux pas de ça. Je pense qu'on peut avoir un débat apaisé, calme, rationnel, que ça doit commencer par ces débats thématiques au Parlement et qu'ensuite, il y aura un projet de loi présenté, évidemment examiné par le Conseil d'État et puis en Conseil des ministres au premier semestre pour une mise en œuvre en 2019. Et c'est heureux. Ce sont des combats qu'il faut manier avec précaution, mais où nous avons toujours fait preuve d'une très grande détermination. La PMA pour toutes, elle était dans le projet présidentiel et elle sera effective dans notre droit et chacun peut s'en réjouir. Dernière petite question, Benjamin Griveaux. Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur italien, a dit qu'il y avait encore 14 terroristes qui étaient réfugiés en France. Ça vient après l'arrestation et l'expulsion de Cesare Battisti.
Il a dit qu'il allait engager des discussions officielles avec la France. Quelle sera la position du gouvernement français? Pendant longtemps, sous François Mitterrand notamment, on a gardé ces gens-là chez nous sans les expulser. Quelle sera la position officielle du gouvernement? Elle sera déterminée au cas par cas, parce que vous imaginez bien que dans ces affaires, et dans ces affaires terroristes ou criminelles, c'est le cas par cas qui prime. Je note une chose, c'est que comme M. Salvini a beaucoup de mal à avoir des résultats sur le front économique et social en Italie, il essaie de détourner l'attention une fois de plus. Là, c'était la question migratoire, désormais c'est cette question-là. Mais voilà, nous, on regardera ça évidemment au cas par cas. Et les discussions pourront s'engager sur cette base-là et sur aucune autre. Merci Benjamin Griveaux d'avoir accepté l'invitation du grand rendez-vous. On se retrouve